Tempête meurtrière Emi dans le nord de l'Europe, typhon dévastateur Matmo en Asie, mystérieuse éruption volcanique au Kamtchatka, apocalypse neigeuse dans le Balkan. Retrouvez ces événements et bien d'autres dans cette édition. Vous découvrirez également l'un des facteurs clés, encore sous-estimés à ce jour, qui détruit aujourd'hui de l'intérieur le corps de chacun de nous et l'ensemble de l'écosystème de la planète. La tempête Emi. Au début du mois d'octobre, la tempête meurtrière Emi a frappé le nord de l'Europe. Elle est devenue la première grande tempête nommée de la saison automnale et a apporté des vents dévastateurs et des pluies torrentielles. Le 3 octobre, en Irlande, à cause de la fureur des éléments, 200 000 maisons ont été privées d'électricité et le trafic aérien paralysé. À Dublin, la capitale, 115 vols ont été annulés. Malheureusement, on n'a pas pu éviter les pertes humaines. Un homme a péri dans le comté de Donegal. Au Royaume-Uni, un record d'octobre de pression minimale a été relevé, 947,9 millibars. C'est cette anomalie de raréfaction de l'atmosphère qui a alimenté et accentué les vents dans la région jusqu'à une intensité extrême. Sur l'île de Tirey, une rafale de vent a été mesurée à 154 km/h. À Londres, les célèbres parcs royaux ont été fermés et des arbres tombés ont bloqué les routes et les voies ferroviaires à travers le pays. En Écosse, le championnat de golf a été suspendu. À l'ouest de la Norvège, plus de 170 routes ont été coupées en raison de la tempête. La fureur des éléments a endommagé plus de 2500 bâtiments, arraché des toitures et fait s'effondrer des murs. Un autobus s'est renversé sur une route de montagne et à Oslo, un train de métro a déraillé à cause des arbres tombés. La municipalité de Ærland a été complètement isolée après l'annulation des liaisons par ferry et la fermeture des routes. En Suède, les météorologues ont déclaré un niveau orange de danger sur les côtes ouest et sud où ont été relevées de violentes rafales et des pluies diluviennes. Le 4 octobre, la tempête Emi s'est abattue sur les Pays-Bas avec des vents allant jusqu'à 120 km/h, provoquant des destructions massives. L'aéroport de Schiphol à Amsterdam a dû annuler environ 150 vols et les liaisons par ferry avec les îles Friesen ont été totalement interrompues. Dans la ville belge d'Ostende, l'accès aux digues a été interdit aux habitants pour des raisons de sécurité. En raison du vent puissant, dont la vitesse dépassait les 100 km/h, des arbres sont tombés sur des voitures stationnées. Dans la ville danoise de Skagen, des vagues de 4 mètres envoyaient d'énormes rochers par-dessus les quais. En moins de 2 jours, on y a enregistré plus de la moitié de la pluie mensuelle moyenne. Sur la côte nord de la France, la tempête a déferlé avec des vagues atteignant 5 mètres et des rafales jusqu'à 131 km/h. Des milliers de maisons dans la région sont restées sans électricité et le trafic ferroviaire a été perturbé. Le fléau a fait 2 victimes. Une personne s'est noyée en mer et une autre a péri dans une voiture sous la chute d'un arbre. Péninsule de Balkan. Dans la nuit du 3 octobre, à cause de pluies sans précédent, le sud de la côte bulgare de la mer Noire s'est retrouvé en zone de catastrophe inondation. Ce sont surtout les stations balnéaires de Helenit, Sunny Beach, Svetivlas et la ville de Tsarevo qui ont été touchées. Dans le village d'Izgreve, les stations météorologiques ont enregistré plus de 410 mm de précipitations en l'espace de 24 heures. Dans 5 municipalités de la province de Burgas, l'état d'urgence a été déclaré. De puissants flux d'eau ont emporté vers la mer de nombreux véhicules et camions, inondé des maisons privées, des hôtels et détruit des routes. Plus de 80 localités ont été privées d'électricité. L'inondation subite a coûté la vie à au moins 4 personnes. Des centaines d'habitants et touristes ont été évacués. Au nord du pays, des conditions hivernales sévères se sont fait sentir. Les pluies se sont transformées en neige fondue, bloquant temporairement les cols de montagne et causant des coupures d'électricité. La compagnie ferroviaire nationale a signalé des retards importants et des annulations de trains en raison d'arbres abattus. Des anomalies météorologiques similaires ont affecté les pays voisins des Balkans occidentaux. Dans les zones montagneuses de la Serbie, jusqu'à 1 demi-mètre de neige est tombé. La tempête a endommagé les infrastructures. Des arbres déracinés ont coupé les lignes électriques, les routes ont été bloquées. Les municipalités d'Ivanitsa, Medveda et Tchernatrava, dans le sud et le centre du pays, sont restées sans électricité ni communication.
En Bosnie-Herzégovine, d'intenses chutes de neige ont frappé la capitale, Sarajevo, surprenant habitants et touristes. Ne s'attendant pas au froid, les voyageurs étaient vêtus d'été et en l'espace d'un jour ont dû se procurer des bottes et des vestes d'hiver. Russie. Le 4 octobre, des informations ont rapporté une éruption soudaine du volcan Khronotsky au Kamchatka qui était resté inactif pendant plus d'un siècle. À 11h50 heure locale, un panache de cendres s'est élevé à 9200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le nuage de cendres s'est étendu sur 85 km. Le code couleur aérien rouge, le plus élevé, a été annoncé. Au départ, les scientifiques ont pensé qu'un épisode explosif avait débuté sur le Khronotsky, mais ils ont rapidement indiqué qu'il s'agissait d'un dégazage phréatique de vapeur et de cendres anciennes, probablement issues du mare Krokure sur le flanc du volcan Kratcheninnikov. L'argument en faveur de cette version est que le nuage s'est dissipé en seulement 5 heures, beaucoup plus rapidement que les éruptions de cendres volcaniques typiques, qui peuvent persister plusieurs jours dans l'atmosphère et contenaient une grande proportion de vapeur d'eau. Cependant, le 5 octobre, le personnel de la réserve du Kamchatka a rapporté que le mare ne montrait aucun signe d'activité ou de changement, excluant ainsi la version du Krokure. L'origine de ce panache de cendres reste pour l'instant inconnue, et les spécialistes locaux n'osent pas encore reconnaître que pourrait s'être réveillé un volcan jusqu'alors endormi. Il est à noter que des scientifiques d'un collectif international appelé ALLATRA avertissent depuis plus de 10 ans d'une montée de l'activité volcanique sur la planète et en particulier au Kamchatka. Ils ont également identifié les causes profondes provoquant la hausse soudaine et anormale de l'activité sismique dans la région. Népal. Bien que la saison des pluies soit désormais terminée au Népal, à partir du 3 octobre, de fortes pluies se sont abattues sur les provinces centrales et orientales du pays. Elles ont provoqué des inondations dévastatrices et des glissements de terrain. Le niveau de l'eau dans 8 grandes rivières du pays a dépassé le seuil de danger. Dans la rivière Kosi, une des plus importantes artères hydriques de la région, le niveau est monté à plus du double de la normale. Sur le barrage Kosi Barrage, le niveau d'alerte maximale a été instauré. Toutes les 56 vannes ont dû être ouvertes, au lieu des 10 à 12 habituelles, et la circulation sur le pont n'était autorisée qu'au service d'urgence. Les rivières sorties de leur lit ont inondé des zones résidentielles. Des milliers de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer. Plus de 20 000 policiers ont été mobilisés pour les opérations de sauvetage. À cause des pluies intenses et de la mauvaise visibilité, tous les vols intérieurs ont été suspendus. Les routes principales reliant la capitale Katmandou aux autres régions ont été bloquées. Certaines à cause des glissements de terrain, d'autres par précaution. Le blocage est survenu à un moment où des centaines de milliers de personnes rentraient à Katmandou après avoir célébré Dashain, la fête majeure du pays, moment où les habitants se rendent traditionnellement dans leur village d'origine pour visiter leurs proches. Dans la zone protégée de Langtang, une rivière en crue a emporté 4 touristes portés disparus. Des glissements de terrain ont bloqué les itinéraires menant à l'Everest. Les voyageurs ont été invités à emprunter des sentiers alternatifs. Dans le district d'Ilam, des pluies torrentielles ont provoqué de nombreux glissements de terrain, détruisant des habitations et faisant au moins 37 morts. La catastrophe a frappé durant la nuit alors que les gens dormaient. L'une des tragédies s'est produite dans le village de Gous, où un glissement de terrain a enseveli une maison, tuant 6 personnes d'une même famille. Selon les spécialistes, la majorité des zones touchées n'étaient auparavant pas considérées comme à haut risque, ce qui rend ces glissements de terrain d'autant plus inattendus. Dans le sud du Népal, 3 personnes ont été tuées par la foudre. Au total, 60 personnes ont perdu la vie à travers le pays et 11 sont toujours portées disparues. Dans l'état voisin de l'Inde, à Darjeeling, dans le Bengale occidental, des pluies torrentielles ininterrompues survenues dans la nuit du 6 octobre ont causé la mort d'au moins 20 personnes, la destruction de ponts et de routes, ainsi que l'inondation de vastes territoires. Dans l'ouest du Bhoutan, des précipitations sans précédent ont provoqué une situation d'urgence à la centrale hydroélectrique de Tala. En seulement 7 heures, le débit d'écoulement du barrage a été multiplié par plus de 6, entraînant un débordement de l'eau au-dessus de la digue.
typhon Matmo. Le typhon Matmo a frappé le sud de la Chine début octobre, en pleine période de la fête nationale et du festival de la mi-automne. Une période traditionnellement marquée par une forte affluence touristique, mettant sous pression les transports et les services d'urgence. Le 4 octobre, un niveau d'alerte maximale a été déclenché sur l'île de Hainan. Dans le district de Haikou et la ville de Wenchang, le trafic maritime, les transports en commun, les entreprises et les écoles ont été suspendus. Les centres commerciaux ont été fermés. L'aéroport international Haikou Meilan a annulé tous ses vols et tous les trains de l'île, y compris le train à grande vitesse circulaire, ont été arrêtés. Le 5 octobre au matin, Matmo a touché terre, provoquant des rafales allant jusqu'à 42 mètres secondes, soit plus de 150 km/h, arrachant des tôles et brisant des arbres. Les autorités ont évacué plus de 200 000 personnes, logées dans des abris temporaires. Sur la rivière Haidian, dans le district de Meilan, une tempête a fait dériver un cargo en acier qui menaçait un pont. Grâce à l'intervention des secours et des autorités maritimes, le navire a pu être stabilisé et remorqué à temps. Le soir du 5 octobre, le typhon a frappé le sud de la Chine continentale. Dans le district de Zhangjiang, province du Guangdong, les rafales ont atteint près de 57 mètres secondes et les précipitations ont dépassé 450 mm en 2 jours. Bien que le typhon Matmo se soit affaibli en traversant la Chine, le 6 octobre, sa circulation a provoqué au nord du Vietnam des inondations et glissements de terrain catastrophiques. Sur 3 rivières, les niveaux atteints ont été les plus élevés depuis près de 40 ans. Dans la ville de Tai Nguyen, le niveau de la rivière Cao a dépassé de plus d'1 mètre le précédent record. Les rues étaient sous l'eau jusqu'au toit des voitures. De nombreux habitants ont dû fuir la zone sinistrée. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages d'appel à l'aide, des familles étant coupées du monde, sans électricité ni vivres dans plusieurs provinces. Sur la route nationale 3B, dans la province de Tai Nguyen, un énorme cratère s'est formé, paralysant complètement le trafic sur cet axe stratégique. Pour ravitailler les zones inondées de la province de Langson, 3 hélicoptères ont été mobilisés afin d'acheminer plus de 4 tonnes d'eau, de nourriture et de produits de première nécessité. Sur le barrage de la centrale hydroélectrique de Baque 1, une brèche d'environ 5 mètres de large s'est formée dans la digue, ce qui a conduit à l'évacuation des habitants des localités situées en aval. Dans la capitale, Hanoï, où de nombreuses familles venaient à peine de nettoyer la boue et les débris laissés par le typhon meurtrier Boaloy, le nouveau typhon Matmo a provoqué une nouvelle vague de pluie diluvienne. Certains quartiers ont enregistré jusqu'à 350 mm de précipitations. Les stations de pompage ont fonctionné à la limite de leur capacité pour évacuer l'eau des 90 zones inondées de la ville. Un habitant a confié que la situation était devenue un cercle vicieux. Il pleut, les rues sont inondées, les gens luttent désespérément pour survivre et il craint que cela ne devienne bientôt la norme pour eux. La catastrophe a causé d'énormes dégâts au pays. Près de 17 000 maisons ont été submergées, plus de 22 500 hectares de rizières et d'autres cultures ont été inondés. Plus de 200 000 têtes de bétail et de volailles sont mortes ou ont été emportées par les eaux. Au total, les inondations soudaines et les glissements de terrain ont causé la mort de 8 personnes au Vietnam, tandis que 5 autres sont portés disparus. De nombreuses études identifient comme principale cause de ces précipitations extrêmes l'augmentation rapide de la teneur en humidité de l'atmosphère, due à son réchauffement. En effet, une atmosphère plus chaude peut retenir beaucoup plus de vapeur d'eau et la transporter sur de longues distances. Mais il existe un autre facteur que la majorité des spécialistes n'intègrent pas dans leurs calculs et dont beaucoup ignorent encore les effets néfastes sur le système climatique mondial. Il s'agit du micro- et nanoplastique présent dans l'atmosphère. Ces trillions de particules ne sont pas de la poussière inerte inoffensive. Elles sont capables d'accumuler et de retenir durablement une charge électrostatique, ce qui modifie profondément les propriétés physiques de l'atmosphère. Résultat, nous assistons à une transformation fondamentale des nuages. Les particules plastiques agissent comme des noyaux de condensation extrêmement efficaces, ce qui entraîne une formation des nuages à des altitudes plus basses. Ces nuages retiennent l'humidité plus longtemps et en plus grande quantité, et lorsqu'ils se déchargent, c'est sous forme de pluies diluviennes catastrophiques. Pire encore, le plastique dans l'océan et dans l'atmosphère agit comme un isolant thermique, empêchant les échanges normaux de chaleur entre l'eau et l'air. Résultat, l'énergie ne se dissipe pas mais reste piégée dans le système terrestre.
Le plus dangereux, c'est que ce processus s'auto-alimente. Le réchauffement de l'océan intensifie l'évaporation. Avec la vapeur, encore plus de nanoplastiques est transportée dans l'atmosphère. L'air devient plus chargé électrostatiquement. L'énergie accumulée accélère encore le réchauffement. Plus de chaleur, plus d'humidité, plus de plastique, et ainsi de suite à l'infini. Il y a 20 ans déjà, un groupe interdisciplinaire de scientifiques de Alatra a commencé à étudier le nanoplastique et a été le premier à alerter sur sa menace. Ils ont établi que la propriété la plus dangereuse de ces particules est leur capacité à emmagasiner une charge électrostatique avec un impact direct sur les êtres humains et l'environnement. Mais un seul collectif scientifique ne peut résoudre ce problème à lui seul. Pour trouver une solution efficace, il faut mobiliser les ressources et les efforts des chercheurs du monde entier. C'est pourquoi, plus que jamais, la participation active de la société est essentielle. Il est nécessaire de créer une véritable demande citoyenne pour la recherche sur le nanoplastique. Ce n'est qu'en prenant conscience de l'urgence de ce problème et en diffusant l'information que chacun peut contribuer à sa résolution rapide.